Donc, je voudrais tout d'abord remercier bien évidemment les membres du jury et les organisateurs de me permettre d'être ici ce soir. Je suis très heureux de vous présenter le travail de thèse en histoire de l'architecture que j'ai soutenu le 4 juin 2018 dernier. C'est un travail qui avait été mené sous la direction d'Hélène Vacher et d'Anne-Marie Châtelet qui enseigne ici à Strasbourg. Donc, cette thèse était consacrée à l'étude de la production architecturale et de l'aménagement urbain de Metz entre 1947 et 1970, sous l'angle de l'action municipale qui a alors pour objectif de favoriser la modernisation d'une ville. Le bornage chronologique de 24 années qui a été arrêté correspond aux mandats municipaux du maire Raymond Mondon, qui, à l'image de Gaston Defferre à Marseille ou de Jacques Chaban-Delmas à Bordeaux, est fortement identifié au développement urbain de la cité qu'il administre. Élu maire en 1947, âgé à l'âge de 33 ans, il décède au cours de son 4e mandat le 31 décembre 1970. Conseiller général, il est également député de la Moselle. En juin 1969, il devient ministre des Transports dans le gouvernement de Jacques Chaban-Delmas. Donc, si ses fonctions nationales lui ont permis d'influencer le choix du tracé par Metz de l'autoroute A4 ou encore le positionnement de la ville comme capitale régionale, les importantes opérations de rénovation urbaine menées dans le centre ancien sont largement critiquées depuis les années 1970. L'étude que je vous présente aujourd'hui s'inscrit dans la continuité de recherches sur la fabrique de la ville qui ont déjà pu être menées à Caen, Grenoble, Nancy ou encore Marseille, et elle se place dans le prolongement de 2 études sur Metz balayant la période 1848-1939. 2 questions principales semblaient émerger pour ma thèse. Tout d'abord, comment la ville avait-elle évolué et quelles sont les raisons de cette rupture avec le tissu ancien que j'avais perçu? Venant combler une lacune historiographique, cette recherche présente donc un caractère inédit, tant par son objet d'étude que par ses sources mobilisées et par l'iconographie convoquée. La thèse se situe à un moment de l'histoire de l'architecture où il apparaît intéressant de comprendre comment la ville s'est transformée. Pour bien articuler le champ de l'étude et le niveau de détail souhaité, le choix d'une étude locale s'est imposé. Le fondement scientifique de ce travail consiste donc dans la considération de l'architecture en région dans son observation fine. Il s'agit de comprendre comment une ville de province a été aménagée et a évolué. Pour analyser la production architecturale et l'aménagement urbain, l'hypothèse initiale était que l'entité communale, gérée par des personnalités élues et des agents administratifs, constitue une entrée pertinente pour questionner la ville. Il s'agit ainsi d'étudier la ville essentiellement par le prisme communal et non d'analyser l'entité communale pour elle-même. Des mises au regard nationales sont d'ailleurs rapidement apparues nécessaires. La problématique de la thèse questionne l'aménagement urbain et les architectures messines. La transformation de la ville est analysée tant par les politiques urbaines menées que par l'étude de la production architecturale. De la genèse des différents projets à leur réception, ce sont bien les évolutions d'une ville qui sont interrogées à travers leur rythme singulier, mais aussi leurs limites. Du rapport entre la province et la capitale en passant par l'analyse du milieu architectural ou encore l'évolution de la réglementation, divers questionnements sous-jacents traversent la thèse. La modernisation de la ville ancienne, l'incidence de 2 annexions à l'Allemagne et la forte présence de l'armée constituent également des points d'interrogation singuliers. Concernant la méthodologie, ce travail de thèse est fondé sur la consultation de sources d'archives locales, confrontées à des sources d'archives nationales essentiellement secondaires. Je me suis en effet appuyé sur des travaux théoriques d'autres chercheurs pour comprendre le cadre national et ainsi remettre cette thèse sur Metz dans une perspective plus large. Le point de départ de la thèse a constitué dans le dépouillement des comptes rendus des conseils municipaux messins, qui comportent la retranscription des échanges tenus lors des assemblées municipales ainsi que les délibérations. Pourquoi fonder une thèse en histoire de l'architecture sur des comptes rendus de conseils municipaux? Ce sont des réceptacles de débats urbains et architecturaux de la ville. Le corpus architectural et certaines thématiques de la recherche ont été constituées à partir justement de ces comptes rendus, ce qui justifie la présence simultanée tant d'édifices exceptionnels que d'édifices plus banals. Dans le prolongement de ces travaux préalables, j'ai axé ma recherche sur la consultation de fonds d'archives locaux qui devaient m'offrir de la matière pour l'analyse de projets architecturaux et urbains identifiés précédemment et éventuellement les compléter. Le dépouillement de la presse locale sur l'ensemble de la période concernée a permis d'enrichir considérablement le matériau même de la thèse en révélant par exemple le point de vue des habitants, mais aussi le discours des élus et des décideurs locaux. Tout au long de ce travail de recherche, j'ai également éprouvé mes connaissances sur la ville à travers des visites in situ pour percevoir en quoi la réalité construite s'approchait ou non d'éléments issus des archives.
Cela s'avérait très utile dans le cadre de projets inachevés, voire totalement remaniés. 4 entretiens ont également permis de mettre à l'épreuve les hypothèses de recherche et ont, dans la plupart des cas, permis de les vérifier. Au final, la thèse s'attache grandement à des questions transversales qui sont relatives au rapport entre le national et le local, l'architecture et la politique, le patrimoine et la modernité, mais aussi le lien entre centre et périphérie, dans un jeu d'échelle constant entre ville et architecture. À l'issue de la recherche, il apparaît que l'évolution de la ville a été relativement proportionnelle à l'augmentation considérable de sa population. Alors qu'elle comptait 65 000 habitants en 1946, elle compte 110 000 habitants en 1970. Cette augmentation se traduit par une construction significative de logements et d'équipements pour offrir tout le confort moderne, comme on le dit, auquel tous semblent alors aspirer. Dans ce contexte, comment qualifier l'action municipale en matière d'architecture? Elle est tout d'abord pragmatique, les investissements sont réfléchis et les projets sont conçus par étapes. Elle est volontaire, à travers un véritable engagement dans le développement de la ville. Le maire affiche son ambition en désirant positionner Metz au cœur même de l'Europe. De fait, la ville n'est pas industrielle. En Moselle, les industries sont plutôt à l'est et au nord du département, mais avant tout une ville tertiaire avec une représentation importante de l'activité commerciale et de l'armée. Et enfin, l'action municipale se caractérise tout de même par un certain manque d'ambition architecturale. La question de la qualité architecturale n'est guère abordée au sein des assemblées municipales. Les principaux critères de discernement y sont le programme, le financement, le mode constructif et éventuellement la question du gabarit. Pourtant, dans d'autres villes, à l'image de Firminy dont Eugène Clodius-Petit est le maire, on observe déjà une sensibilité à l'architecture et un positionnement qui apparaît moins clairement à Metz, malgré la proximité de Mondon et de Clodius-Petit. À Metz, l'approche est quantitative plutôt que qualitative. Le nombre de logements augmente ainsi de plus de la moitié, tandis que le nombre de salles de classe est multiplié par 3. La recherche a permis de confirmer combien les questions foncières sont centrales et à quel point elles sont liées en grande partie à la problématique du logement. Pour pallier le manque de terrain constructible sur le banc messin, les élus s'engagent dans un développement ambitieux du territoire communal qui se traduit par l'évolution des limites de la ville, qui passe de 1900 hectares à 4200 hectares en 1962. C'est finalement une relative renaissance du projet de la Großstadt Metz qui avait été mise en œuvre durant la seconde annexion allemande, mais qui a été abandonnée immédiatement après la libération de 1944. Dans ce travail de recherche, je me suis attaché à donner une place importante au contexte général pour mieux cerner les modalités de mise en œuvre de divers projets architecturaux et urbains, et en particulier pour mieux comprendre l'importante crise du logement qui existait alors. Les implications liées à l'hygiénisme, à l'insalubrité des quartiers centraux et aux dangers inhérents aux maisons qui tuent, comme on les appelle, les maisons qui s'effondrent à ce moment-là, apparaissent comme l'un des apports significatifs de cette thèse. Les opérations de rénovation de l'habitat insalubre et de rénovation urbaine ont de fait disparaître près de 20% du centre ancien de Metz durant la période étudiée, ce qui paraît considérable. Si l'architecture était mon objet de recherche premier, j'ai veillé à donner toute sa place à l'homme pour comprendre les intervenants, mais également aborder la question des habitants, y compris celle des populations indésirables, alors logées dans les immeubles insalubres du centre ancien et déplacées en périphérie. Aux quelques expérimentations sur le logement individuel de l'immédiat d'après-guerre, la thèse répond rapidement avec l'imposition de l'habitat collectif comme réponse quasi exclusive à la crise du logement dès les années 1950. Cet habitat groupé répond tant à l'important manque de logements qu'à la rareté des terrains constructibles sur la ville. S'il permet d'éclairer l'apport de personnalités élues ou employées par la ville, notre travail permet également de mettre en exergue le rôle essentiel joué par les intervenants extramunicipaux et en particulier par les services de l'État, dont l'importance se révèle croissante. Si l'action municipale favorise la modernisation de la ville, elle ne peut guère le faire sans le support incontournable de l'État à travers ses services centraux et locaux. De fait, l'étude de l'action municipale n'est pas une fin en soi, mais bien une entrée pour comprendre ce qu'Isabelle Bacouche et Nathalie Montel désignent comme la fabrique ordinaire de la ville. S'inscrivant dans l'histoire des politiques urbaines, cette recherche entend contribuer à éclairer les rapports parfois ambivalents entre gouvernement local et pouvoir national. De même, la confrontation entre la modernité comme caractère de ce qui est récent et tissu existant apparaissent plus essentielles encore à mesure que la chronologie de la thèse se déroule. De fait, Gabriel Ocard, prédécesseur érudit de Raymond Mondon, et Eugène Volz, architecte des bâtiments de France de la Moselle, apparaissent longtemps comme les deux seules personnalités à défendre une politique patrimoniale sur la ville.
L'incidence du facteur national va se révéler révélatrice quand, sous l'impulsion des travaux d'André Malraux, la presse nationale va s'embarrer du cas de Metz et l'association locale s'engager dans un véritable combat en faveur de la défense du patrimoine historique. Peu à peu, le rapport de force s'inverse dans la confrontation entre ville ancienne et volonté de modernisation, et Raymond Mondon lui-même consent à faire quelques concessions dans la politique d'aménagement qu'il entend mener. Finalement, l'un des apports essentiels de la thèse réside dans la démonstration, assez inédite, durant cette période dite des 30 Glorieuses, de la relation étroite qu'il y a entre rénovation urbaine d'une part et reconstruction d'autre part du centre historique. Sur ce point, le cas messin s'avère un cas d'étude tout à fait remarquable, à même d'éclairer la compréhension d'autres villes. La thèse, qui pose les prémices d'une nouvelle pensée du patrimoine urbain, permet d'éclairer l'arsenal de législation actuelle et de mieux cerner les forces et les limites de certains outils de protection et de valorisation. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Maurer. C'était vraiment très très intéressant et le jury, unanimement, a reconnu les qualités indéniables de votre thèse. C'est-à-dire que les deux membres du jury qui ont lu votre thèse au premier tour et les deux membres du jury qui ont lu votre thèse au deuxième tour ont été unanimes pour reconnaître que c'était une thèse exceptionnelle. Et ils ont fondé leur appréciation sur le fait que vous avez réussi à établir un dialogue entre les politiques nationales dans le domaine de l'urbanisme, de l'aménagement, de la construction et de l'architecture et les initiatives prises localement par la municipalité de M. Mondon. Et en tant que... j'ai participé à des commandes de recherche et je connais les hésitations des commanditaires de recherche. À chaque fois, ils se posent la question, est-ce que nous devons privilégier une recherche transversale non contextualisée ou privilégier une monographie remarquable? Ben vous avez fait les deux. Vous avez fait les deux, c'est-à-dire qu'il y a une monographie remarquable et en même temps, il y a une présentation transversale des politiques nationales. Et je trouve ça... Enfin, le jury a trouvé ça remarquable. Pour ma part, moi, je suis ancien chargé de mission au PUCA, plan urbanisme, construction, architecture. Et ce que j'ai trouvé très très intéressant, c'est que vous traitez ensemble les questions d'aménagement, d'urbanisme, de construction et d'architecture. Votre thèse s'inscrit dans le cadre d'un laboratoire d'histoire de l'architecture, mais c'est beaucoup plus large que l'histoire de l'architecture. Et puis, ce qui est également très très intéressant, vous l'avez dit dans votre présentation, c'est que toute cette période, début des 30 Glorieuses, bon, les plus jeunes ne se rendent pas compte de ce que c'était qu'à Metz, le début des 30 Glorieuses. C'est-à-dire que quand on lit votre thèse, en 1947, 48, 49, 50, Metz, c'était la capitale du Texas français. Donc aujourd'hui, on a l'image de la Lorraine qui est complètement sinistrée, alors qu'à l'époque, c'était le Texas français. Donc votre thèse rend bien compte des choix qui ont été faits, des choix essentiellement des choix quantitatifs, parce qu'il y avait une crise du logement extrêmement forte, il y avait de l'insalubrité, alors que peut-être, on s'est aperçu très vite que les dimensions qualitatives comme la protection du patrimoine avaient été mises de côté. Donc, en résumé, je peux dire que j'ai été extrêmement heureux en lisant votre thèse. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai été notamment, comme je l'ai dit, très très intéressé par le dialogue que vous avez établi entre politique nationale et enjeux locaux. Je pense en particulier au développement que vous faites sur les deux décrets du 31 décembre 1958, le décret qui crée les ZUP, les zones d'urbanisation prioritaire, et la rénovation urbaine. Vous montrez comment l'État a souhaité lier les deux, et vous montrez comment ça s'est passé à Metz. Bon, la question que je voulais vous poser... la question que je voulais vous poser, c'est qu'en fait, historien, vous êtes un chercheur d'or. C'est-à-dire que vous allez chercher dans des documents que tout le monde a plus ou moins oubliés, des pépites que vous essayez de trouver. Et la question que je voulais vous poser, c'est qu'est-ce que vous avez trouvé que personne n'avait jamais trouvé avant vous et que vous considérez comme une pépite? Bon, merci pour la question, merci pour les remarques. Effectivement, chaque nouvel élément trouvé, c'est un grand plaisir. Donc, il pourrait y avoir des milliers de pépites. Je retiens quand même celle
un projet inachevé de Georges-Henri Pinguisson, qui n'était pas du tout connu dans l'historiographie, sur une caisse d'allocation familiale. Et voilà, trouver des documents originaux avec des dessins de Pinguisson, c'était un vrai plaisir de trouver ce type de documents dans une liasse d'archives. Mais également tous les recherches avec les courriers qu'on pouvait trouver aux archives départementales de la Moselle qui concernaient la rénovation urbaine du centre Saint-Jacques, avec énormément de débats en fait sous-jacents qui étaient non connus entre les services de l'État pour le coup et les services de la ville, avec toute une réflexion qui était menée en fait sur la création potentielle d'un secteur sauvegardé, avec des avis assez négatifs qui étaient posés à ce moment-là. Et donc ça c'était des découvertes, des découvertes où on prend énormément de temps à lire et un plaisir juste gigantesque. Je pourrais parler toute la soirée de toutes ces pépites, mais voilà, je vais m'arrêter ici. Alors merci pour l'occasion qui m'a été donnée de lire votre travail, qui est vraiment une thèse monumentale. Elle fait plus de 1000 pages. Donc la lecture passionnante, et je devrais dire heureusement, en tant qu'en partie historien, j'étais vraiment très séduit déjà par les titres qui étaient très bien choisis. Et vous l'avez à peine évoqué aujourd'hui, vous êtes un spécialiste et un passionné de la ville de Metz, parce que depuis vos études, à chaque fois que vous avez eu l'occasion de rédiger, réaliser une recherche, rédiger un mémoire, vous l'avez fait sur Metz, donc ou presque. Donc effectivement, vous avez petit à petit, vous êtes approché à nos jours dans votre recherche, dans vos analyses. Quelques éléments que j'aimerais souligner avant d'arriver aussi à cette question fatidique qui nous avait été suggérée par les organisateurs. En fait, votre thèse essaie de décrypter des mécanismes qui sont à l'œuvre sur une période relativement longue et complexe, comme celle des 30 Glorieuses, dont la production est plus facilement stigmatisée que valorisée, notamment pour tout ce qui concerne construction, destruction, transformation urbaine. Vous avez déterminé avec beaucoup de précision les différentes phases de cette action. Vous en avez compris, expliqué les enjeux et donc aussi les ruptures que vous avez évoquées il y a quelques minutes. Mais vous avez aussi, j'insisterai sur la question du conflit et de conflit entre acteurs qui finalement émerge sans cesse dans votre thèse. Votre thèse est construite, je l'ai dit en l'ayant lu tout récemment, sur une mise en tension constante entre des objets, des notions, des disciplines, voire des acteurs. Et donc il y a toujours ces binômes assez forts qui apparaissent. Architecture, urbanisme, professionnels de l'urbain, élus locaux, la maîtrise d'œuvre d'une part, les techniciens municipaux de l'autre. Donc il y a vraiment une construction très fine, une reconstruction très fine de ces dialogues, de ces articulations, de ces oppositions entre les deux tenants de vos binômes. Vous avez évoqué la fabrique ordinaire de la ville, et bien sûr les singularités architecturales qui la caractérisent. Donc c'est une thèse vraiment d'histoire au sens de la rigueur que vous avez mis en œuvre pour travailler sur des sources assez variées. Vous avez pris les partis pris d'observer cette époque à partir d'un fonds documentaire, les archives du conseil municipal. Vous les dites vous-même, parfois lacunaires, parfois redondantes, pour reconstruire ces discours, donc l'analyse des discours qui traverse votre thèse, qui la porte du début à la fin. Mais également, vous êtes allé chercher dans les archives des services techniques des compléments nécessaires, donc cette curiosité sans cesse renouvelée de l'historien qui, peut-être chasseur d'or, je ne sais pas, mais sûrement à la chasse d'informations parfois difficiles à trouver, pas évidentes. Donc on vous suit dans vos cheminements dans les archives, cheminements intellectuels, un rebondissement incessant dans les questionnements.
Et quelque chose qui m'a beaucoup parlé, c'est votre travail sur les périodiques. Je trouve que les périodiques sont parfois un peu oubliés dans la recherche en urbanisme, beaucoup moins dans la recherche en histoire, et notamment votre travail sur les périodiques locaux, sur les journaux, mais aussi sur les quelques revues spécialisées. Donc bon, j'arrive à une dernière remarque qui vous engagera sur une petite question. Alors c'est vrai, cette mise en perspective de la réalité messine par rapport au contexte régional et national est très présente, très bien menée. Mais j'avais une question plutôt sur est-ce qu'il y a eu dans vos recherches des choix que vous êtes forcé de faire pour ne pas travailler sur des pérégrinations plus transnationales, à la limite à la recherche de références que vos élus auraient mobilisées pour défendre un projet, pour en casser un autre. Et donc est-ce que la dimension internationale est venue aider dans l'action vos acteurs? Merci. Merci beaucoup pour ces remarques. Alors, Metz comme Strasbourg a été annexé par 2 fois, donc il y a un passif à peu près d'une 50aine d'années d'annexion à l'Allemagne. Donc ce focus un peu franco-français est très présent parmi les élus, ce qui va expliquer beaucoup des choix qui vont être faits par les acteurs municipaux et qui va justifier en partie que la thèse se focalise un petit peu sur ces questions nationales, vu que c'était celles qui étaient essentielles dans l'ensemble du travail. Tout l'aspect international va être abordé de façon un petit peu plus ponctuelle, tout d'abord par le lien justement avec cette annexion la seconde annexion, l'annexion à l'Allemagne nazie, qui va avoir des incidences directes sur la production des années 1940, mais également par l'héritage qui est peut-être un peu plus sous-jacent des plans d'urbanisme qui ont été mis en place par les Allemands durant la première annexion, celle de 1848-1918, pendant laquelle tous les tracés urbains de la ville vont commencer à être placés. Et si les discours ne mentionnent pas cet héritage direct, les faits montrent que l'inspiration est directe. Donc après, voilà, si la thèse n'est pas plus internationale dans des comparaisons avec d'autres villes, c'était principalement lié aussi au manque, à la masse considérable d'archives et de documents à traiter. Donc j'ai pas voulu me noyer en partant dans tous les sens. Voilà. Toute petite question qui pourrait venir de la salle, mais on est un peu en retard. Alors Philippe, allez Philippe, vas-y, fais ta question. Merci Monsieur Morer donc pour votre thèse et aux autres candidats également, c'était un moment tout à fait passionnant. Oui, la question que je me posais par rapport à vos travaux, sur l'idée de comprendre un petit peu les transformations de la ville en cours dans cette période, et vous nous dites effectivement que le niveau communal est un niveau pertinent. C'est aussi toute une période où on a des réformes territoriales qui sont importantes, les réformes associées à l'intercommunalité, 59 les districts urbains, 66 les communautés urbaines, etc., les fusions au-delà. Donc là, par rapport à cette croissance, donc cette période de croissance démographique et économique aussi de la ville, vous nous parlez effectivement de l'élargissement de la commune, donc de Metz, donc certainement par fusion de communes, ce qui est finalement peu fréquent dans le contexte national. Est-ce que cette question vous a intéressé? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, justement par rapport à Strasbourg, peut-être, qui a été dans le premier lot donc des communautés urbaines instituées? Oui, c'est des questions passionnantes. Là aussi, j'ai pas eu le temps de les développer suffisamment dans la thèse. Enfin, je les ai développées, mais pas autant que j'aurais voulu, parce qu'il fallait cerner. Donc, la thèse a été une succession de multiples deuils pour arriver à avoir quelque chose qui soit un peu lié à la problématique. Mais il y a des questions passionnantes liées à ça. Alors, effectivement, la ville a voulu fusionner avec d'autres communes périphériques. Donc ça, c'est un héritage direct, pour le coup, de ce qui se faisait en Allemagne. C'est-à-dire que ces fusions communales étaient prévues dès le début du XXe siècle et ont été stoppées et par la Première Guerre mondiale. Elles ont été refaites une seconde fois, comme c'est le cas là encore à Strasbourg, lors de la création de la Großstadt Metz
Donc c'est la fusion de toutes les communes pour créer une entité communale bien plus importante qui arrive à solutionner certaines problématiques auxquelles on est confronté aujourd'hui encore. Voilà, des questions que vous connaissez tous. Et par rapport aux questions, pour le coup, intercommunales, là, Metz a toujours été avec un train de retard pas possible, c'est-à-dire que l'intercommunalité a été créée vraiment tard. Il y a un district urbain qui est réalisé dans ces années-là, mais la dimension intercommunale n'est pas suffisamment forte pour constituer un objet d'étude à part entière. Voilà. Mais il y a quand même des relations entre les différentes communes, et il y a des... Mais voilà, il faut aussi parler de l'OREAM, et toutes les réflexions qui sont menées par rapport à des réflexions pour le coup national. Et la thèse s'arrête en 70. Si j'avais continué au-delà de cette borne chronologique, il aurait fallu insister beaucoup plus sur cette relation à l'État, qui pour le coup prend de plus en plus de place dans les réflexions territoriales qui sont menées. Et on se rend compte de plus en plus que l'échelle municipale commence à être un petit peu restreinte pour des réflexions qui concernent les périodes postérieures. Mais bon, ça c'est à débattre en fonction des villes, des sujets, des objets d'études, quoi. Voilà, il faut que tu lises, Philippe. Oui. Monsieur Moret, j'ai le plaisir, au nom du jury du prix de thèse sur la ville, de vous remettre son prix spécial.